Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Sam, le psychiatre et les psychédéliques, épisode 1. Ma première cure m'a apporté véritablement une grande avancée dans la connaissance de moi-même et dans l'évolution, mais m'a mis face à certaines problématiques que je n'étais pas conscient à l'époque, et là j'ai commencé à souffrir. Le nouveau témoin de Substance est un médecin psychiatre. Il est belge, il est né il y a 72 ans dans une famille bourgeoise et il a passé son enfance et son adolescence à l'étranger, en dehors de Belgique. Tout au long de sa vie, Sam a eu une sorte de quête spirituelle. Toute sa vie, il a été à la recherche de lui-même. Ça s'est manifesté par la pratique du yoga, par exemple, dès son adolescence. Ça l'a sans doute aiguillé dans le choix de sa spécialité, la psychiatrie, au cours de ses études de médecine. Et ça l'a également mené à consommer des psychédéliques. Sam a d'abord essayé la mescaline et les champignons alors qu'il avait une trentaine d'années, puis il est passé à des psychédéliques plus puissants. L'ayahuasca, une boisson originaire d'Amérique du Sud dont on a déjà parlé avec le témoignage de Pano, et puis l'iboga, une racine qui vient de la forêt équatoriale africaine dont nous a déjà parlé Stélio. Sam a vécu des expériences très dures au cours de ses prises de drogue, mais au final, il est sûr que ça l'a aidé dans ses recherches. Et c'est ce qu'il va commencer à nous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Ce qui est significatif pour moi, c'est que j'ai senti que j'avais des barrières psychologiques qui limitaient ma perception et mon empathie. Et donc, je pense vraiment que sans l'expérience des hallucinogènes, notamment de l'ayahuasca et de l'iboga, je pense que je n'aurais pas pu dépasser ces murs, les casser, avec toute la bonne volonté du monde. Et je ne pense pas qu'une analyse tout seul aurait pu le faire. Donc ce que ça m'a apporté, c'est un déploiement énorme de mon empathie. Donc ça a eu une incidence directe dans mon travail. Mais alors, pas seulement dans mon travail, mais dans ma vie en général. Donc maintenant, j'ai une empathie beaucoup plus ouverte qui me permet un approfondissement dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, voilà, c'est ça que ça m'a ouvert. Je suis né à l'étranger, je suis belgo-suisse en fait, j'ai les deux nationalités, mais j'ai vécu beaucoup à l'étranger. En Suisse, et puis ensuite en Belgique, et puis ensuite en Afrique, au Congo à l'époque belge, et puis en Tunisie. Enfin, je suivais mon père dans ses pérégrinations où son métier l'amenait. Enfant, déjà, j'étais extrêmement intéressé par tout ce qui était l'évolution de la technologie. Par exemple, quand j'étais enfant, il y a eu le Spoutnik. Je me souviens que j'étais à l'écoute de ça. C'était dans les années 50, fin des années 50. Et donc, j'ai été très passionné par cela. J'étais encore enfant, en dessous de 12 ans, et donc au Congo à l'époque, j'essayais de construire des fusées, j'observais également toutes sortes, par exemple ce qui m'intéressait beaucoup c'est de voir l'organisation de vie d'une fourmilière, donc j'ai construit des fourmilières et puis suivi la manière dont... Donc j'avais un intérêt assez élargi pour observer les choses et pour m'interroger sur le fonctionnement des choses. Et j'avais un peu la tête dans les étoiles à certains moments.
Et puis à l'adolescence, s'est développé en moi de fortes questions existentielles. C'est-à-dire, comme chez beaucoup d'adolescents, je crois, à un moment donné, il y a une crise, on passe par une phase, enfin moi en tous les cas, de poésie, d'identification à certains auteurs comme Rimbaud ou d'autres. Et donc, je me suis posé des questions à la Descartes. Qui suis-je? Quelle est ma vraie nature? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Enfin, des questions, je pense que pas mal d'adolescents peuvent se poser, en tous les cas. Et j'ai été très vite intéressé par toutes sortes de philosophies. Donc je suis né plutôt dans une famille qui était catholique, on va dire, mais de tradition, ne pratiquait pas vraiment. Et au début, j'étais croyant d'une certaine manière, mais très vite, ça ne m'a plus satisfait du tout. Et j'ai quitté cela, mais je me suis intéressé aux philosophies extrême-orientales, à l'hindouisme, que j'ai assez bien étudié à l'époque, et puis au bouddhisme. Et donc, j'ai pratiqué notamment beaucoup par moi-même, de yoga et puis de méditation. C'était dans le début des années 60 et puis au cours des années 60. Et donc, il m'est arrivé un jour, après une méditation prolongée, une dhyana, comme on dit, c'est-à-dire une concentration forte, un soir tard, dans ma chambre. Et au sortir de cette méditation, j'étais très fatigué et je veux me lever pour aller me coucher. Et brusquement, il m'est arrivé un truc absolument indescriptible, très très difficile à mettre en mots, où on pourrait associer ça à le sentiment d'abord d'un vertige, et puis en observant l'espace autour de moi, c'est comme si la distance entre moi et les objets avait disparu, c'est comme si j'étais la pièce dans laquelle je me trouvais, et c'est comme si, ça c'est très prosaïque, mais il y avait un radiateur devant moi, et j'étais ce radiateur, je ne sais pas l'exprimer autrement, je fusionnais avec le cosmos environnant. Et puis j'ai eu le sentiment d'une sorte d'état de lévitation, ça m'a effrayé, et au moment où ça m'a effrayé, tout est disparu, poum, voilà, c'était plus là. J'ai par la suite eu tellement peur que j'ai abandonné. Donc, comme je n'avais pas de guide, comme je n'avais personne pour m'expliquer, comme je n'avais personne pour me guider, etc., il y a eu quelque chose comme un refoulement, comme une sorte de mise à distance de cela. J'avais trop peur. Et j'ai abandonné cette pratique méditative. Mais par la suite, au cours des années, ça s'est réimposé à moi, bien sûr. Ça s'est réimposé à moi. Et je me suis mis à me dire, mais cet état, dans le fond, il correspond à certains écrits que je lis, notamment dans des écrits spirituels extrêmement orientaux, mais aussi dans des écrits chrétiens, certains mystiques chrétiens, comme Eckhart ou Maître Eckhart ou d'autres. Et donc, je me suis dit, il y a là quelque chose, je voudrais véritablement retrouver cela, parce que c'est extrêmement important pour comprendre qui je suis, quoi. Mon père avait une nostalgie probablement de ne pas avoir fait médecine. Il avait fait une toute autre voie, plutôt commerciale, et qui l'a amené à tous ces voyages dont je te parlais il y a quelques minutes, auxquels toute la famille suivait. Et donc, j'ai commencé la médecine.
Et c'est un peu comme si je n'avais pas vraiment fait ce choix. Donc j'ai terminé ma réto, etc. Enfin, tout. Et puis, c'était comme évident que j'allais faire ça. En fait, je ne savais pas que j'étais guidé par les idéaux de mon père, qui était quelqu'un quand même de fort autoritaire, fort pesant. Et donc, j'ai commencé, mais pratiquement presque en ratant l'inscription. Je veux dire, je ne m'en préoccupais pas, donc c'est un peu comme un acte manqué. Et vraiment, il a fallu que ma mère me le rappelle, qu'elle vienne avec moi pour m'inscrire. Quasiment le dernier jour, c'était possible. Donc, pour montrer l'ambivalence que j'avais. Et puis, finalement, je ne me suis pas trompé, puisque qu'est-ce qu'on a en médecine dans les premières années, notamment la première et la deuxième, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la botanique, c'est de la zoologie, c'est des maths, c'est en fait toute une base scientifique. Ben, ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné. Par la suite, médecin. C'était dans les années 70. J'ai pratiqué la médecine générale, mais j'ai voulu faire une spécialité. Et là, j'avais le choix, parce que dans tous mes stages, j'étais intéressé par presque tout. Et curieusement, j'ai viré vers la psychiatrie, après avoir fait un stage en psychiatrie de 6 mois, ou 2 stages, je crois, que j'ai fait. Et pourtant, c'était un lieu très étonnant pour moi d'être tout à coup en contact avec des personnes souffrantes, mais souffrantes d'une manière qu'on ne pouvait pas objectiver d'une manière véritablement scientifique, en voyant par exemple des symptômes qu'on pouvait par imagerie médicale ou autre, ou par des tests, des examens sanguins ou autres. Donc, j'ai commencé à entrer dans une épistémologie très différente que la psychiatrie et la neuropsychiatrie, c'est-à-dire d'un côté des choses très objectives, d'un autre côté une dimension qui implique une autre manière d'aborder les choses, mais ça m'a particulièrement intéressé. Et finalement, quand je le revois, je le vois sous 2 aspects. J'ai fait l'ANIC à mon père, c'est-à-dire j'ai choisi ma voie. Il a été très très déçu, parce que je trouvais que j'entrais dans la catégorie des fous et que je m'occupais de mes fous. Et quand il me demandait ce que je faisais, il dit « Alors ça va tes fous ?» Enfin voilà, un truc comme ça. Et je n'ai jamais pu en parler avec lui véritablement, ni avec mes parents d'ailleurs, ils n'y comprenaient rien, ou ne voulaient pas. Lui, il voulait que ses enfants arrivent à une position brillante. Il aurait voulu que je sois chef de clinique, chirurgien, etc., ou médecin généraliste comme était son père d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai commencé la formation en neuropsychiatrie, en faisant des stages à la fois en neurologie, à la fois en psychiatrie. Et sur le tas, avec des cours et tout bien sûr, mais j'ai commencé à vivre cette expérience. C'est une expérience en fait. On n'étudie pas ça dans des textes, on étudie ça à la confrontation avec les personnes souffrantes. Et donc j'ai appris à voir une quantité de réactions humaines, de sensibilités humaines, de conflits, de souffrances, avec toutes sortes de symptômes très étonnants, allant de symptômes névrotiques comme des phobies, comme des obsessions, comme des angoisses, des névroses angoisses d'abandon, des choses pareilles, mais terriblement destructrices en hospitalisation bien sûr, et puis d'un autre côté tout l'univers psychotique avec les néo-réalités que se créent certaines personnes et qui vivent dans un monde totalement à part. Alors, ça m'a réinterrogé sur mes positions existentielles. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes pour qu'ils arrivent à vivre des choses aussi terribles et aussi ahurissantes? Et donc,
pour comprendre cela, je me suis mis à étudier les choses à la fois d'un point de vue neuroscientifique, et puis en même temps, j'avais besoin de sentir ça de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, je le voyais, mais je ne savais pas sentir. On voit ça, on travaille selon l'épistémologie scientifique, c'est-à-dire en objectivant. Mais moi, je voulais aussi le sentir de manière subjectivante, c'est-à-dire par ce qu'on sent à l'intérieur. Et là, il n'y avait qu'une voie pour moi sérieuse et véritablement profonde. Dans toutes les théories que j'avais lues, c'était la psychanalyse. Mais orthodoxe. Pas toutes sortes de thérapies qui s'étaient développées après. Je ne dis pas du tout qu'elles n'ont pas d'intérêt. Je veux dire juste que leurs théories ne me satisfaisaient pas. Elles étaient partielles. Elles étaient non seulement partielles, mais peu convaincantes. J'ai voulu donc vivre ça de l'intérieur. Je n'avais pas de souffrance particulière. C'est peut-être une des grandes difficultés pour moi. C'est que beaucoup de gens commencent une psychanalyse parce qu'ils ont une angoisse ou une série de symptômes gênants, comme une phobie particulière, comme une obsession, comme des troubles psychosomatiques qui les gênent très fort, etc. Moi, je n'avais pas de souffrance particulière, donc j'ai commencé par une espèce d'intérêt personnel à vouloir faire une cure, ce qui m'a posé des problèmes, parce que passer du cognitif, j'ai envie de faire ça, à l'affectif véritable, où on se lâche complètement et où on accepte d'être, comment vais-je dire, contenu par une personne que vous ne voyez pas, que vous n'entendez que très peu, qui est là derrière vous, ce lâcher-prise est extrêmement difficile, et il est plus facile probablement lorsqu'on souffre, parce qu'alors on se lâche dans les bras d'une certaine manière d'une personne qui est là pour vous aider. Et donc ce qui fait que ma première cure m'a apporté véritablement une grande avancée dans la connaissance de moi-même et dans l'évolution, mais m'a mis face à certaines problématiques que je n'étais pas conscient à l'époque, et là j'ai commencé à souffrir. Au lieu d'aller mieux, j'étais confronté à des difficultés personnelles beaucoup plus marquées. Et c'est ça qui m'a fait entamer d'autres cures par la suite. Et j'ai au moins été voir 4. J'ai suivi ensuite 4, donc une première, puis 3 suivantes, dont la dernière chez une personne qui est décédée maintenant, et qui m'a beaucoup aidé.